Je m'appelle Jenny Laguerre. Excusez-moi non, moi poil fait anti-parler, moi poil fait anti-danser, moi poil fait anti-sauter. Puisque la cour ne dort pas, je vais commencer avec l'histoire de Marie Mouna. Marie Mouna était une petite vieille dame qui vivait dans un village. Marie Mouna était tellement vieille, elle était tellement vieille que ses enfants étaient très vieux et tous morts. Oui, tous morts, très vieux. Et ses petits-enfants qu'il appelait grand-maman, étaient tous des petits vieux qui se promenaient dans le village. Ils disaient grand-maman, grand-maman, grand-maman. Ah, ça c'est combien vieille était Marie Mouna. Elle n'était pas très riche, elle n'était pas très pauvre non plus, juste bien, parce que elle avait la plus belle vache du village. Oui, Marie Mouna possédait la plus belle vache du village. Avec une peau, un poil si doux, si luisant, si brillant, des belles pattes bien fortes, des belles cornes courbées sur la tête. Oui, Marie Mouna avait la plus belle vache du village qui donnait du très bon lait avec lequel elle pouvait nourrir toute sa famille. Je m'appelle Jenny Laguerre. Moi, je suis une comédienne. Aussi, j'écris des pièces de théâtre et des contes. Et je suis une conteuse. L'importance des conteuses en Haïti date de très longtemps. C'est dans la tradition africaine. À travers la tradition africaine, c'est comme ça qu'on éduque le peuple, on réunit le peuple. C'est des soirées de réunion, de fêtes, d'échanges, de groupes. Alors on a gardé ça en Haïti à travers le temps. Et maintenant, on fait plus des contes pour les enfants aussi. Beaucoup pour les enfants, c'est le moment que les grands-mamans te mettent sur leurs genoux ou les grands-papas, tu es au pied et te racontent des contes pour t'amuser, mais aussi pour t'apprendre à propos de la vie. Et pour les adultes aussi, c'est des belles soirées. Quand tu n'as pas beaucoup de sous pour aller dans des grandes choses, on se réunit chez quelqu'un, on mange bien et on se raconte des contes. En Haïti, on appelle ça plutôt une blague pour vous. J'ai une blague pour toi. J'utilise le fait qu'il y a une histoire à chaque conte et qu'il y a une leçon à chaque conte que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut apprendre de cette leçon. Alors, j'utilise la même tradition africaine, la même tradition haïtienne de donner l'importance à la sagesse qu'on va découvrir une fois que le conte nous est raconté. Il y a plein de leçons, j'adore. À chaque fois que je la raconte, des gens me disent des affaires nouvelles et c'est ça la force du conte. C'est tellement universel que tu vas voir une leçon propre à ça. Elle peut être simple, elle peut être expliquée simplement, elle peut expliquer grandement avec des plus gros mots, mais on arrive tout de suite à la même fin. Je trouve beaucoup que les contes haïtiens ont une touche spirituelle, ont une touche, des voix, les gens trouvent magique. Et puis, les gens aiment ça. On aime tous des contes merveilleux, tu sais. Alors, déjà venant d'une culture qui a une spiritualité à la fois chrétienne, à la fois racine, qui vient de racines de nos ancêtres. Quand j'écris mes contes pour adultes, mes contes théâtrales, comment mes ancêtres me parlent, j'ai jamais pensé que c'était mes ancêtres, mais c'est vrai, j'ai des images qui m'apparaissent et des histoires. Et là, je l'écris, je l'arrange et je laisse parler les personnages. J'entends les personnages, qu'est-ce que le personnage dit, je le transcris. Et après qu'un dramaturge, on l'arrange pour le rendre plus théâtral. Ce que je pourrais possiblement voir, Alors, oui, et j'utilise beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui voit ça. Il y a des gens qui voient juste une histoire merveilleuse. Il y a des Haïtiens, eux autres, qui voient
qui voient plus loin, qui voient les spiritualités, qui voient, disons, qui entendent le rythme que j'ai mis, et chaque rite évoque une émotion, évoque un mouvement. Alors eux, ils le comprennent. Ils le comprennent exactement comme ça. Mais universellement, les gens comprennent l'émotion que la spiritualité est supposée de leur apporter. Écouter les ancêtres et savoir les écouter, c'est presque un art pour l'haïtien qui est perdu, qui est en train de se retrouver. Ça avait tellement une mauvaise réputation, une mauvaise connotation parce qu'on a été introduit à la chrétienté, à un seul Dieu, le Dieu comme si, avec ses saints et tout ça, d'accord? Et beaucoup d'Haïtiens ne sont pas confortables à toujours écouter les ancêtres, d'accord? Mais c'est là en nous, et c'est le retour aux ancêtres qui nous rappelle qui on est. Parce que quand tu prends le Dieu de quelqu'un d'autre, de ton colonisateur, tu dois agir comme ton colonisateur et tu n'es pas le colonisateur. Tu oublies ta racine, tu oublies où tu es. Et si tu ne sais pas d'où tu viens, comment peux-tu continuer? Et c'est vrai que la spiritualité, c'est une grande chose, mais il y a encore un débat. Mais il y a un changement qui se passe, qu'on commence à ne pas complètement voir ça comme seul, comme mauvais. C'est comme tu dis, aux États-Unis, en Amérique du Nord, tu es tout seul. Si tu as un peu de tu as bien le bon Dieu avec toi, tu sais. Et c'est comme si tu rencontres un Cubain, un Brésilien, lui, il a tout. Tu sais, il a son bon Dieu, il a ses spiritualités, il a les ancêtres indiens qui sont morts avant eux, qui vivent encore dans les forêts vierges. Il écoute la nature, il ne se sent pas seul dans ce monde. L'haïtien a ça, mais on n'est pas tous sur cette voie-là. Tu sais? Mais ça change, ça commence. Je pense que les ancêtres nous parlent encore plus fort pour nous ramener à ça. Mais les autres villageois étaient jaloux de Marie-Mouna. Ils étaient tellement jaloux qu'ils ont oublié cette loi très importante. Hein? Un conseil très important, une sagesse très importante, de respecter les vieillards, de respecter nos aînés, de prendre soin d'eux. Eh oui. Ils étaient tellement jaloux qu'ils ont commencé des rumeurs à propos de Marie-Mouna. Hein? Comment que cette vieille-là, ce petit vieille-là, peut avoir une vache toute, elle a l'air d'un petit raisin tout ridé. Oh, ils ont commencé des mensonges, des rumeurs à propos de Marie-Mouna. Ils ont dit qu'elle était une sorcière, ou une sorcière toute ridée, et qu'elle restait en vie parce qu'elle mangeait les enfants. Oui, les enfants qui n'étaient pas sages. Ils étaient tellement jaloux que quand elle marchait, se promenait dans le village, et elle passait près d'eux, les gens allongent leurs pieds pour la trébucher et la faire tomber et briser ses petits os de vieillesse. Oh, ils étaient tellement jaloux, tellement méchants, qu'ils ont dit qu'il faut empoisonner son puits. Et ils l'ont fait. Ils ont mis du poison dans son puits. Oh, ils étaient aussi méchants. Eh oui, oui. Mais Marie-Mouna, petite vieille comme elle est, n'écoutait pas les rumeurs de sorcières. Faisait attention quand elle marche au marché ou au village, quand elle voit des jambes s'étirer, elle n'est jamais tombée. Et elle ne boit pas de son puits après avoir vu que son chat était malade, après lui avoir donné un peu d'eau. Marie-Mouna se promenait, vieille comme elle est, jusqu'à la rivière pour chercher de l'eau pour sa vache et le reste de sa famille. Mais finalement, les restes des villageois, trop jaloux de Marie-Mouna, qui leur échappe à chaque pas, à chaque mensonge, décident de créer le plus gros mensonge. Il lui arrive chez elle un matin et lui dit: regarde ta
ta vache a détruit toute notre rizière. Toute notre culture de riz est ruinée parce que ta vache a tapé dedans. Et sur chaque patte, elle voit des brins d'herbe, des brins de bois et des bris tout écrasés comme preuve que sa vache a vraiment détruit la rizière du village. Oh! Marie de Mouna ne pouvait pas prouver que peut-être que c'est un mensonge. La preuve était là, sur le poil, sur les pattes de sa vache. Le plus fort, le plus grand du village lui dit « Tu dois nous amener ta vache demain matin pour qu'on la punisse. » Oui, ici, on a vraiment une image d'Haïti vendue par les médias, vendue par les tragédies, vendue par « Oh, ils font du vaudou », comme toutes les choses négatives qu'on a voulu mettre à Haïti. Ce sont des gens pauvres, c'est tout ça. Mais si je parlais à une personne pour la première fois d'Haïti qui veut aller en Haïti, et je l'ai souvent fait, parce qu'il y a des gens comme « Oh non, je ne vais pas aller là, j'ai entendu ici », je dirais « Haïti n'est pas juste les pauvres. Haïti n'est pas juste Port-au-Prince. Haïti n'est pas juste le tremblement de terre, n'est pas juste le voodoo, n'est pas juste les ouragans. Haïti, c'est un peuple riche en culture, en tradition, un peuple avec une histoire fantastique, si tu y penses, que des esclaves ont pu se battre contre des colonisateurs avec des fusils. Eux, ils avaient des bâtons et juste les esprits, les ancêtres qui leur parlent et la conviction de vivre plus que d'avoir 30 ans. On mourait à 30 ans. On ne pouvait pas vivre plus longtemps pour une vie meilleure pour les gens de demain. Alors, quand tu vas en Haïti, c'est ça que tu sens. Tu sens la résilience. Oui, il va y avoir de la pauvreté. Oui, il va y avoir de la corruption dans la politique. Mais où est-ce que dans le monde de nos jours, il n'y en a pas? D'accord? La seule différence, c'est que c'est ressorti parce que nous sommes des personnes qui avaient une réputation et qui a été vendue d'une certaine façon. Mais vraiment aller là-bas, il y a des gens qui vont là-bas de n'importe quelle culture qui disent « Oh, il faut que je retourne ». Ils ont vu les plages, ils ont mangé dans des bons restaurants, ils se sont sortis de la piste, ils ont été dans des villages bien accueillis, ils ont vu des traditions artistiques. Et je ne peux même pas parler de l'art visuel, la forgerie, les forgerons. Il y a plein d'art qu'on ne trouve pas, les gens qui font des meubles, et ton meuble est comme une pièce d'art, tu ne veux même pas t'asseoir, tu ne veux pas le donner après. Tu as tout cet aspect-là que tu rentres dans des petits villages qui représentent l'univers au complet, et c'est en Haïti. Et on oublie parce qu'on a été vendu quelque chose. C'est tout. Et c'est un pays qui est tellement en évolution. Si tu veux un hôtel riche et aller à la plage et te faire bronzer, tu peux trouver ça. Si tu veux aller à la découverte et prendre des marches, des randonnées, tu as ça aussi. Mais il y a le nord, il y a le sud, il y a les petites îles, il y a tellement d'endroits, il y a tellement de façons de vivre. Moi, je dirais ne pas avoir peur. De savoir que tu t'en vas chez quelqu'un, que tu es un visiteur et ça va être correct. Si tu ne vas pas là pour dominer, pour déranger, mais tu vas juste visiter comme tu vas visiter chez quelqu'un. Après le tremblement de terre, c'est vrai qu'on a vu beaucoup ça, ce retour des ancêtres à la spiritualité ancienne, à notre croyance africaine, parce que c'était une tragédie. Mais une chose que moi, de mon observation du peuple haïtien, c'est que ce sont des croyants. C'est des gens de foi, c'est des gens de spiritualité naturelle. Alors, c'est facile de nous rentrer dans la chrétienté, dans le bouddhisme, parce qu'on est des personnes de foi. Alors, tu sais, l'exemple que je peux donner, c'est qu'il y avait une petite vieille dame, je pense de peut-être 80 ans, 75 ou 80 ans, que peut-être 10 jours plus tard, ils l'ont trouvée. Et on l'a trouvée en dessous du tremblement de terre. Et elle est sortie et elle chantait des louanges. Une petite vieille dame, hein? Et puis ma soeur, qui est canadienne, née canadienne, et qui ne s'occupe pas de ça, elle a sa propre spiritualité, mais elle n'est pas vraiment une spirituelle d'établissement. Elle se nomme pas, mais elle a été baptisée, tout ça. Elle a dit,
Tu vois, c'est pour ça qu'ils pensent on fait la magie. Regarde-moi cette vieille dame-là, elle est sortie de la terre et puis elle chante des louanges. Elle a dit, moi je le crois, on est magique. Parce elle a dit, no wonder they think we're magical. Regarde-moi cette dame, tu sais, combien de jours. Et puis, entendre ma soeur dire ça, qui est pas, tu sais, elle a grandi ici, tout ça. Elle a dit, il y a quelque chose de spécial en Haïti avec la spiritualité. La première fois, c'est que j'étais à l'école et il y avait un conteur de Première Nation qui est venu raconter. Et ensuite, j'ai commencé à lire des livres. Et moi, j'ai le conte que je me rappelle qui m'a touchée. C'était le conte à Saint-Ernage. On te dit, si tu as l'essence du loup, tu as l'essence du... Mais tout le monde veut avoir l'essence du loup. Comment? Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement romantique, il est tellement fort. Mais que l'enfant on lui a dit, après le chaman lui a dit, non, ton essence c'est castor. Et c'est beau le castor. Qu'est-ce qu'il fait le castor? Il travaille fort. C'est lui qui protège la nature, qui fait les barrages, qui a une chose, il prend soin de sa... Et puis il a dit, mais il n'est pas beau le castor, regarde sa queue. Comme ça, non, je veux pas. Je veux être le loup avec les yeux, tu sais, c'est comme... Et puis, je me rappelle même plus de l'histoire, mais tu vois, je me rappelle de l'essence de l'histoire. Que l'enfant après a vu que il n'y a pas de problème avec le castor. Je viens, c'est mon essence et c'est ça que je vais être. Le loup a d'autres responsabilités dans son groupe, dans son pacte, que le castor. Et elle accepte. Elle passe sa nuit avec sa vache. Mais elle va visiter le marabout du village, le sage du village, un genre de pharmacien, un genre de sorcier. Oh, le marabout écoute l'histoire de Marie-Mouna et il réfléchit en grattant sa barbe. Il coiffe ses sourcils. Il écoute l'histoire. Il coiffe le seul petit cheveu qui lui reste au haut de la tête. Et il dit, Maïmouna, tu n'as pas le choix. Il faut remettre la vache aux villageois. Mais il lui donne un pot avec un beau médicament. Un bon médicament qu'il avait lui-même préparé pour la vache. Tu donnes ça à ta vache avant de la remettre aux villageois. Ça va la protéger de n'importe quelle chose qu'ils vont lui faire. Elle pourra dormir. Oh, Marie-Mouna a compris. Elle écoute le sage. Elle prend le médicament. Et le lendemain matin, avant de remettre sa vache aux villageois, elle la nourrit du médicament. Elle caresse son poil et la remercie pour tout le bon lait qu'elle leur a donné pour nourrir sa famille toutes ces années. Une fois terminé de manger, Marie-Mouna amène la vache au centre du village, fait une petite prière et s'en va. Aussitôt, Marie-Mouna partit, les villageois, les hommes plus forts sautent sur la vache et ils l'endorment et ils la coupent en morceaux pour la manger. On la met du bon barbecue, la bonne viande bien frite, on la bouillit et elle était bien, elle sentait tellement bonne. Et là, tout le monde, sauf quelques-uns qui avaient mal au cœur d'avoir fait ça à Marie-Mouna, ne mange pas ces gens-là, mais les autres accourent pour manger la vache. Oh, elle était tellement délicieuse, oh, du bon. Spécialement avec le petit médicament que le sage, le magicien, le marabout avait donné à Marie-Mouna pour la nourrir, rendait la viande tendre et délicieuse. C'est comme une belle épice. Mais aussitôt qu'ils ont terminé de manger, des bruits leur sortent de partout. Certains vomissent tout de suite. D'autres
transforment en êtres poilus. Des poils leur poussent partout, partout sur le corps. Oh, et sur leur tête, oh, des cornes, des belles cornes bien courbées poussent. Oh, oh, une longue queue. Oh, oh, et des pattes d'animal. Et tout d'un coup, de leur bouche sort tous ceux qui avaient mangé la viande se transforment en vaches. Et c'est comme ça que Marie-Mouna a possédé le plus beau troupeau de vaches du village. Car ceux qui n'ont pas mangé avaient tellement honte qu'ils sont restés loin du troupeau de vaches et l'ont donné à Marie-Mouna. Et c'est comme ça que Marie-Mouna devient la femme encore la plus riche du village. Non pas seulement la plus riche, mais elle-même se transforme en une jeune femme de 8 ans. Ben non, 8 ans c'est trop jeune, tout le monde te dit toujours quoi faire. 25 ans, ah ouais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on se cherche, on ne sait pas qui on est. Oh, ben non, la jeunesse, oui c'est fort, mais 30 ans, elle se transforme en une femme de 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on sait ce qui se passe, on a encore la jeunesse et la force. Et la sagesse. Et c'est comme ça que Marie-Mouna devient aussi riche qu'elle est aussi sage qu'elle est aussi jeune. Et voilà mon histoire. Et c'est une vraie histoire. Oui. J'étais là. Oui, j'ai vu quand tous les gens se sont transformés en vaches. Et je riais. Et ils étaient tellement fâchés avec moi qu'une des vaches m'a donné un gros coup de pied dans le derrière et j'ai revolé. Jusqu'ici pour vous raconter cette histoire. Moi, mon grand rêve avec les contes, c'est de voyager. J'aimerais faire des contes en Afrique, apprendre avec les griots traditionnels africains, qu'ils voient mon style et qu'ils aiment ça et qu'ils me donnent quelque chose et qu'ils prennent de mon style à leurs affaires et qu'on fait cet échange. Mon grand rêve, c'est d'aller en Haïti, conter. On m'a dit que la tradition de conteur est en train d'un peu mourir, il n'y en a pas beaucoup. Aller là-bas et vraiment m'émerger là-dedans et faire mes contes là. Aller en France, aller en Europe, voyager le monde avec les contes, faire des festivals, ça c'est le grand rêve. Et peut-être même un jour, si je pense vraiment grand, de voir un film de un de mes contes que j'ai raconté, un de mes contes, tu sais, l'original là, que j'ai créé moi-même, le voir dans un film ou le voir dans une pièce de théâtre avec plusieurs personnes au lieu d'être juste un spectacle solo. Ouais, ce serait le grand rêve. À Toronto, il y a plusieurs festivals de contes. Il y a Storytelling Festival of Toronto, il y a la Mosaïque. À travers eux, je fais ça, mais aussi à travers le théâtre, j'utilise un style de conteuse pour écrire des pièces de théâtre, des shows solo, des genres de one-woman show. Alors, moi, je me base toujours sur l'esthétique du conte. Ça veut dire qu'il n'y a pas le quatrième mur. Tu ouvres le quatrième mur, même si tu sais que tu es au théâtre, les gens participent à la pièce avec toi et tu vas leur parler et tu joues tous les personnages comme une conteuse. Aussi, la façon que j'ai eu plus de succès pour propager le conte à Toronto, c'est à travers les écoles. Je vais à travers les écoles et j'ai des tournées dans les écoles où est-ce que je raconte des contes pour des spectacles avec costumes ou des spectacles où est-ce qu'on un peu plus simple, où est-ce que je concentre plus sur la parole dans les écoles d'immersion, juste pour pratiquer l'entente de parler français, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et parce que c'est tellement gestuel, ils comprennent et ils associent des mots et quand ils doivent répondre, ils parlent français sans y penser. Ils me donnent des réponses en français.
Et aussi, j'ai aussi des ateliers de contes. J'ai des ateliers de contes à Lula Lounge, où est-ce que les gens viennent à Lula Lounge et je leur raconte un conte simplement. Ensuite, je la joue pour leur montrer la différence de quand c'est joué au style haïtien, avec les mouvements, les chansons, les danses, et je les fais embarquer. Et après, on s'assoit à table et on mange un mets haïtien. Alors, alors à travers ce conte haïtien, je leur introduis à la culture haïtienne, à parler français et apprendre un peu le créole. On peut savoir qu'il y a d'autres gens dans le monde qui parlent français. Et aussi, j'ai des spectacles de contes. Je vais juste dans les écoles, je fais des spectacles. Et j'ai des ateliers de contes dans les écoles où est-ce que c'est eux que je leur apprends une classe à se lever et raconter les contes. Je leur raconte un conte et après je donne des parties à tout le monde, des phrases et des rôles et ils le jouent, ils dansent et ils nous racontent un conte. Alors, atelier et spectacle, c'est la façon que je propage la tradition du conte. La leçon que je dirais à un jeune conteur qui voudrait commencer, qui voudrait savoir c'est quoi l'utiliser les contes, comment il peut s'exprimer, c'est que les contes, ça fait partie de toutes les cultures, dans les traditions de toutes les cultures. Tu en trouves au Québec, au Canada anglais, au Canada français. Les Premières Nations ont une belle tradition de contes, qui était ma première introduction enfant, c'est d'avoir quelqu'un d'une nation Ojibwe qui vient te raconter une histoire, comment à travers le loup, où tu vas trouver ton essence. Toi, tu penses que tu es un loup, mais vraiment ton essence est castor et tu veux pas ça. Mais c'est une leçon de qui tu es et d'être fier que tu es castor. Ça veut dire quoi? C'est que tu es travailleur. Alors, toutes les cultures ont ça. Il y a les 1001 nuits en Inde, indiens, que leurs histoires. Alors, la culture, c'est là. Et les contes, c'est là pour que tu apprends à te connaître, pour que tu apprends à connaître ton peuple, pour que tu apprends à connaître les autres peuples, parce que c'est la même histoire qui se répète tout le temps. Rester hors du danger, l'amour, prendre une chance, accepter soi. Il y a plein de leçons que, en même temps que tu partages ces contes, tu apprends à te connaître et toi-même, tu apprends à mieux vivre en tant qu'être humain. Alors, je dirais juste, fais des recherches, écris ton histoire. Chaque histoire, c'est un conte. Il faut juste changer le style de comment tu le racontes pour avoir ça, être exprimé comme un conte. Et j'ai revolé jusqu'ici pour vous raconter cette histoire.